Fait qu'aujourd'hui, les lois de Kirchhoff. Ça, c'est vraiment la section la plus importante. C'est vers là qu'on s'en allait depuis le début. Dans les sections qui vont suivre, on va voir d'autres façons un peu de contourner les lois de Kirchhoff. Mais là, aujourd'hui, c'est le gros morceau, c'est la grosse section. Pour pouvoir comprendre les lois de Kirchhoff, on va définir certains termes. On va commencer par un nœud. Qu'est-ce que c'est un nœud? Un nœud, c'est un endroit où il y a un croisement de plusieurs fils. C'est-à-dire que si j'ai un fil qui est juste tordu ou plié, c'est pas un nœud. Donc, si j'ai un fil ici, un autre fil là et un autre là, bien, ce point-là, c'est un nœud. Même chose si j'ai deux fils qui se croisent, évidemment, en supposant qu'ils sont connectés ensemble, ici, je vais avoir un nœud. Cette définition-là est vraiment importante pour comprendre la loi des nœuds. La loi des nœuds, c'est de dire que la somme des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui sortent du nœud. C'est logique, dans le fond, tous les électrons qui vont en un point, il faut qu'ils s'en aillent, ils ne peuvent pas juste rester là. Fait l'ensemble des courants, les courants, c'est les électrons qui passent à quelque part, qui entrent dans un nœud. Fait que dans mon dessin ici, j'ai un courant qui est entrant, qui arrive vers le nœud. J'ai un autre courant ici qui est entrant, qui arrive lui aussi vers le nœud. Et la somme de ces deux courants-là doit être égale à la somme des courants qui sortent. Souvent, on va l'écrire comme ceci. On va dire juste la somme des courants vaut 0, ce qui veut dire que ce qui est entrant, on va le considérer positif, puis ce qui est sortant, on va le considérer négatif. Puis la somme de tout ça doit donner 0. Il ne peut pas rester des électrons dans le nœud. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va le définir. À l'intérieur d'une branche, le courant ne peut pas changer. Qu'est-ce que c'est une branche? Une branche, c'est un chemin entre deux nœuds. Si je regarde ce schéma-là ici, vous avez deux nœuds, le nœud A et le nœud B, et le schéma nous dit qu'on a trois branches. J'ai un chemin entre le point A et le point B qui passe ici, du côté droit. J'en ai un autre qui passe au centre et j'en ai un autre ici qui passe à gauche. C'est trois chemins différents. Chacun de ces chemins-là est une branche. Et dans une branche, le courant est constant. Donc ici, on les a appelés I1, I2 et I3. Et dans chaque chemin, le courant vaut une valeur constante tout le long du chemin. Ça veut dire que si je suis ici, mon courant, il y a une valeur I1. Je n'ai pas de valeur numérique pour l'instant, mais il y a une valeur I1. C'est le même courant qu'on a ici, c'est le même courant qu'on a là. Tant qu'on ne rencontre pas un nœud, le courant ne peut pas changer parce que les électrons, il ne peut pas y avoir plus ou moins d'électrons. Tous les électrons doivent suivre le chemin. Et s'il n'y a pas plus ou moins d'électrons, ben, il ne peut pas y avoir un courant différent, tout simplement. L'autre loi, il y a deux lois de Kirchhoff, la loi des nœuds, la loi des mailles. L'autre loi, c'est la loi des mailles. Une maille, c'est quoi? Mais c'est un parcours fermé. N'importe lequel. Donc, en réalité, on pourrait faire toutes sortes de parcours weird dans des circuits complexes, mais ici, on peut dire que dans un circuit de cette forme-là, dans lequel on a deux nœuds, il existe trois mailles, c'est-à-dire trois chemins différents pour lesquels on peut faire un parcours fermé. Donc, je peux faire le parcours qui est bleu ici, c'est-à-dire partir du nœud qui est là, faire le tour et revenir. Je peux faire le tour sur le chemin vert, si on veut, là, donc faire le tour qui est ici. Donc, un parcours fermé, c'est une maille. Ou on peut faire le tour au complet. Ça aussi, c'est une maille différente. Donc, il y a trois possibilités de mailles. Si je fais la somme de toutes les différences de potentiel sur chacun des éléments d'une maille, la somme doit donner 0. C'est ça ma loi des mailles. C'est que la somme des différences de potentiel sur un parcours fermé vaut 0. Regardons un exemple, puis on va en même temps définir comment on fait ça. On va regarder un exemple dans lequel il y a trois piles, donc la FEM1, la FEM2, la FEM3 qui est ici, et deux résistances. On vous donne la valeur de chacune d'entre elles ici. Puis la question, donc c'est la situation 1 à la page 245. Dans la question, on vous demande de déterminer la puissance fournie par chaque pile et dissipée dans chaque résistance. Bon, premièrement, il n'y a pas de nœud ici. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun endroit où le fil se sépare. On a une seule maille et donc un seul courant. Donc un endroit où le courant peut se séparer ou se recombiner et donc mon courant a la même valeur partout dans mon circuit. Pourquoi je l'ai dessiné par là? Mais je l'ai dessiné de façon arbitraire. C'est qu'en fait, je ne sais pas, il va par où le courant. Théoriquement, une fois qu'on a un petit peu l'habitude, on est capable de le deviner, mais ça ne change rien. Si on ne le sait pas,
on le dessine au hasard, on choisit un sens pour le courant, donc dans ce cas-ci, je l'ai choisi par là, et on va déterminer, on va se servir de ce courant-là pour déterminer sa valeur, donc dans le circuit qui est ici. Pour le faire, on va utiliser la loi des mères. Mais comment on fait ça? Comment on fait pour déterminer c'est quoi le delta V là-dessus, puis c'est quoi le delta V là-dessus, puis c'est quoi le delta V sur cet élément-là? Donc c'est ça qu'on va voir. Comment utiliser la loi des mères. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir du sens de lecture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis en train de faire ma loi des mailles, je suis en train de regarder tous les éléments qu'il y a sur un circuit. Donc, je les regarde un après l'autre. Mais est-ce que je les regarde comme ça ou je les regarde dans l'autre sens? C'est assez important. Donc, imaginons que là, je suis en train de faire la lecture de mon circuit, je passe d'un élément à l'autre et là, je suis en train de rencontrer une résistance. Une résistance qui est parcourue par un courant dans le sens de lecture, dans le même sens que le sens de lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ici, ma différence de potentiel, ça va être moins R fois I. Pourquoi? Mais parce que le courant va toujours du point où le potentiel est le plus élevé vers le point où le potentiel est le moins élevé. Ça veut dire que mon potentiel, il est plus élevé au début, puis il est moins élevé à la fin. Delta V, c'est V final moins V initial. Si la valeur finale est plus petite que la valeur initiale, mon delta V va être négatif. C'est ça que ça veut dire. Donc, moins. On va avoir une diminution de potentiel entre le point de départ et le point final. Donc, quand je lis ma résistance, je regarde c'est quoi sa différence de potentiel dans le sens où je suis en train de la lire. Donc, mon sens de lecture qui est par là. Alors, dans ce cas-ci, moins RI. Si dans ma résistance, le courant allait de l'autre côté, donc c'est la même résistance, j'ai le même sens de lecture, mais mon courant, lui, en fait, cette fois-ci, il va vers la gauche. Donc ça va me donner l'inverse, ça va me donner R fois I, parce que le potentiel est plus élevé à droite qu'à gauche, parce que le courant, il va toujours dans le sens du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. Et donc, quand je fais ma lecture, j'arrive ici, j'ai une certaine valeur de potentiel, la valeur n'est pas importante, et quand j'arrive de l'autre côté, le potentiel est plus élevé. Et donc, j'ai eu un gain de potentiel, donc j'ai une différence de potentiel positive entre ce point-là et ce point-là. Dans le cas des piles, c'est encore plus facile parce que la pile, la différence de potentiel, c'est juste la valeur de la FEM. Si je passe du côté le plus petit vers le côté le plus grand, je suis en train de passer du point où le potentiel est le plus petit vers le point où le potentiel est le plus grand, et dans ce cas-là, ma différence de potentiel va être positive. Je passe du point le plus petit au point le plus grand, mon potentiel a augmenté. Et inversement, si ma pile est de l'autre côté, que je passe dans mon sens de lecture du côté le plus grand vers le côté le plus petit, ma différence de potentiel va être négative. Qu'est-ce que ça va faire? Dans mon exemple de tantôt, supposons qu'on commence la maille ici. On peut commencer n'importe où, il faut juste choisir un point de départ. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme des différences de potentiel sur chacun des 5 éléments de mon circuit. Donc, je vais commencer par ici, je vais commencer par la pile avec la FEM3, dans laquelle je vais passer du point où le potentiel est le plus petit vers le point où le potentiel est le plus grand, donc la petite barre vers la grande barre, mon delta V va être positif. Je vais écrire plus epsilon 3. Ensuite, je continue ma lecture, je m'en vais par là, là je rencontre cette résistance-là, RB. Et je fais la lecture de ce point-là vers ce point-là, et ça c'est dans le sens du courant. Puis dans le sens du courant, mon potentiel il diminue. Donc, il diminue de combien? Delta V égale RI, donc ici diminue de RB fois I. On continue la lecture, je passe dans la pile epsilon 2, donc je vais passer du côté où le potentiel est le plus petit vers le point où le potentiel est le plus grand. J'ai encore un gain de potentiel ici, donc plus epsilon 2. On continue, on fait le tour ici, on arrive à la résistance RA. Encore une fois, dans le sens du courant, donc encore une chute de potentiel dans la résistance, moins RA fois I. Et finalement, j'arrive ici à la pile 1. Puis dans ma pile 1, là, cette fois-ci, je vais passer du point où le potentiel est le plus élevé vers le point où le potentiel est le moins élevé. Donc là, j'ai une diminution de potentiel qui vaut moins epsilon 1. La somme de tout ça doit donner 0. Si je remplace tout ce que je connais, c'était écrit dans la question au début, 12 moins 4i plus 17 moins 8i moins 5 égale 0. Fait que je vais trouver 24, 12 plus 17 moins 5, égale 12i. Donc, moins 4i, moins 8i, je l'envoie à l'autre bord, ça fait 12. Et je vais trouver qu'ici, j'ai un courant de 2 ampères.
il est positif, ça veut dire que je l'avais dessiné du bon bord. C'était pas ça la question, on voulait savoir c'est quoi la puissance. Mais la puissance, dans chaque résistance, c'est la résistance fois le courant au carré. Donc 8 fois 2 au carré, 32. La résistance B, 4 fois 2 au carré, 16. Puis pour chacune des piles, delta V fois I, dans ce cas-ci, epsilon, c'est la même chose. Donc 5 fois 2, 17 fois 2 et 12 fois 2, ce qui me fait 10, 34 et 24. Ça marche pas. Donc là, ma puissance dissipée par la résistance, c'est 48. Alors que la puissance fournie par les piles, c'est 68. Il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct parce que c'est sûr que c'est supposé donner la même chose. C'est quoi qu'on a fait de pas correct? En fait, c'est la pile 1. La pile 1, elle ne crée pas de la puissance dans le circuit. Comment je le sais? Parce que le courant passe à l'envers dans la pile. Si cette pile-là était toute seule, s'il n'y avait pas d'autres piles dans le circuit, le courant irait de l'autre côté. Le courant créé par une pile part du côté positif et s'en va vers le côté négatif. Mais ici, le courant passe à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il y a deux autres piles qui sont plus fortes. Puis elles obligent le courant à passer à l'envers. C'est comme si cette pile-là, en fait, est en train de se recharger. Fait qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de prendre de l'énergie, elle n'est pas en train d'en donner au circuit. Donc, quand le courant passe à l'envers dans une pile, c'est moins 5 fois 2 dans ce cas-ci. Donc, ça va être moins 5 la différence de potentiel dans le sens du courant. On peut le voir dans l'autre sens aussi puis dire que c'est 5 fois moins 2. Franchement, c'est la même chose. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette pile-là, en fait, elle ne fournit pas de puissance, elle en prend. Donc, c'est comme si elle fournit moins 10. Donc, ça veut dire qu'elle prend 10. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que maintenant, si je considère tout simplement que ma pile 1, elle fait moins 10 watts, bien là, mon total va donner la même chose. Il y a 48 watts qui est dissipé par mes résistances. Il y a 58 watts fournis par mes deux piles 2 et 3. Et 10 watts qui est dissipé par la pile 1. Et donc le total, 58 moins 10, ça me fait bien 48. Donc au total, les piles fournissent 48 watts et c'est ce que dissipe l'ensemble des résistances. On va essayer un exercice un petit peu plus compliqué. Donc imaginons ce circuit-là ici, dans lequel vous avez deux piles, 12 volts et 5 volts, et trois résistances, 1, 2 et 9 ohms. Et on vous demande de déterminer le courant qui passe dans la résistance 3. Pour faire ça, on va arbitrairement déterminer le sens du courant dans chacune des trois branches. Il y a trois branches ici parce qu'il y a deux nœuds. Il y a deux nœuds qui sont le point A et le point C. Donc, il y a trois possibilités de passer du point A au point C, soit par le point B, soit par le centre, ou soit par le point D. Ça, c'est mes trois chemins. Et donc, j'ai trois courants différents qui sont appelés ici I1, I2 et I3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire la loi des nœuds. Là, je l'ai faite avec le nœud C. J'ai dit le courant 1 et le courant 2 entrent dans le nœud. Donc, j'ai fait I1 plus I2. Et ensuite, il y a le courant 3 qui ressort. Alors, moins I3 égale 0. Est-ce que je fais la même chose avec le point A? La réponse, c'est non, parce que ça va me donner la même équation. Ça va me donner moins I1 moins I2 plus I3 égale 0, ce qui est la même équation que j'ai ici, mais multipliée par moins 1. Qui est franchement la même chose, fait que ça ne sert à rien. Si vous allez avoir deux fois la même équation, vous allez être mal pris. Ici, j'ai une seule possibilité d'équation de loi des nœuds. En fait, dans un circuit, vous pouvez toujours faire autant de lois des nœuds que le nombre de nœuds moins 1. Ici, il y a deux nœuds, fait une seule équation possible de la loi des nœuds. Mais j'ai trois inconnus, I1, I2 et I3. Puis j'ai une seule équation pour l'instant. Je l'ai appelée l'équation numéro 1. Ça me prend deux autres équations, et ces deux équations-là, je vais les trouver avec la loi des mailles. Donc, je vais commencer par cette maille-ci, la maille A, B, C, A. Donc, on commence au point A. On va dire, je passe dans la première pile qui est ici, qui est 12 volts. Je passe du point le plus petit au point le plus grand, fait qu'on va dire plus epsilon 1. Ensuite, on va jusqu'au point B, il ne se passe rien au point B, on fait juste tourner. On passe ensuite dans la résistance, dans le sens du courant. Fait que je vais dire, c'est moins, on perd du potentiel quand on passe dans la résistance dans le sens du courant. Fait que ça veut dire moins R1 fois I1, qui est le courant ici. J'arrive au point C, je tourne le coin, je m'en vais par là. Et ensuite, on va traverser la résistance R3
dans le sens du courant encore, alors moins R3 fois I3. Et là, je suis revenu au point A, alors la somme de tout ça me donne 0. Je vais remplacer ce que je connais, 12 moins 1 fois I1, moi j'ai pas écrit le 1, ça sert à rien, moins 9 fois I3 égale 0. C'est une équation. Dans ma première équation, j'avais 3 inconnus, ici j'en ai juste 2, mais j'ai 3 inconnus, fait que j'ai besoin d'une troisième équation. On va faire la maille A, C, D, A. Donc, je fais la même chose, mais cette fois-ci, je pars du point A et je m'en viens dans la branche du centre. Je vais traverser la résistance 3 dans le sens inverse du courant. Moi, je suis en train de m'en aller de A vers C, puis le courant, lui, va de C vers A. Donc, ça veut dire que la différence de potentiel sur ma résistance 3, dans ce sens-là, va être positive, plus R3 fois I3. J'arrive au point C, je tourne le coin, je m'en viens ici. Je passe dans la résistance 2, dans le sens inverse du courant I2. Ça veut dire qu'ici aussi, j'ai un gain de potentiel. On va faire plus R2 fois I2. Et finalement, j'arrive au point D, je tourne ici, je m'en viens dans la pile E2 et je vais traverser du côté le plus grand au côté le plus petit, ce qui veut dire qu'on va avoir une perte de potentiel, donc moins epsilon 2. Et ça me donne 0. Fait que si je remplace, 9 fois I3 plus 2 fois I2 moins 5 égale 0, c'est ma troisième équation. Si je les mets toutes ensemble, ça va me donner ceci. Ce sont mes trois équations avec 3 inconnus. Remarquez que je vous dis ça, mais en réalité, vous allez voir qu'il n'y a pas les 3 de chacune des équations. Il y a 3 inconnus dans l'équation 1, mais il y a seulement 2 inconnus dans les 2 autres équations. Ce que vous devez faire dans ce temps-là pour rendre la résolution algébrique le plus simple possible, c'est de trouver c'est laquelle l'inconnu qui est là partout. Puis dans ce cas-ci, c'est I3. C'est la seule inconnue qui est dans chaque équation. Ce que ça veut dire, c'est que je vais garder I3. Donc, je vais isoler dans l'équation 2 la valeur I1 et je vais isoler I2 dans l'équation 3. Ce que ça va faire, j'isole I1 dans l'équation 2, ça va me donner 12 moins 9 fois I3. J'isole I2 dans l'équation 3, ça me donne 5 moins 9 fois I3 sur 2. Et ensuite, je vais remplacer ça dans l'équation 1. C'est-à-dire que I1 qui vaut 12 moins 9 I3, je vais le remplacer ici. I2 qui est 5 moins 9 fois I3 sur 2, je vais le remplacer ici. Moins I3 va donner 0. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va me faire ceci. Donc je remplace le I1 par son équivalent que j'ai trouvé dans l'équation 2 tantôt. Je remplace I2 par l'équivalent que j'ai trouvé dans l'équation 3 tout à l'heure. Et tout ça, c'est mon équation 1. Mais maintenant, il reste une seule inconnue, I3. C'est la seule variable dans l'équation. Maintenant, je suis capable de l'isoler. Si je réécris ça ici, on va avoir 12 plus 5 demi, ça veut dire 12 plus 2,5, ça fait 14,5. Si j'ai moins 9 fois I3, moins 9 I3 sur 2, moins I3. Donc ça c'est 9, ça c'est 4,5, ça c'est 1, donc 9, 13,5, 14,5. Ça va l'autre base, ça va devenir positif, 14,5 I3. On s'entend que moi, quand je fais des examens, les chiffres n'arrivent pas juste de même, mais l'auteur, lui, il fait bien attention. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 14,5 égale 14,5 fois I3. I3 égale 1 ampère. Ceci étant dit, je peux réutiliser mes deux équations tout à l'heure. 12 moins 9 fois I3 égale I1. Je remplace le I3 par 1. 12 moins 9, ça fait 3. Et même chose avec I2. I2 qui est 5 moins 9 fois I3 sur 2. Donc 5 moins 9 fois 1. Donc 5 moins 9, ça fait moins 4. Divisé par 2, ça fait moins 2. Un courant négatif, ça se peut pas. Un courant négatif, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'est juste pas du bon bord. La vraie valeur du courant I2, c'est 2 ampères. Mais dans l'autre sens. Le courant I2 va réellement vers le bas. Donc c'est 2 ampères, mais en sens opposé par rapport à la valeur qu'on avait initialement prévue. Est-ce que c'est grave qu'on l'avait mis à l'envers? Mais non, pas du tout. On a trouvé moins 2. La valeur c'est 2, c'est juste que c'est de l'autre bord. C'est tout ce que vous avez à répondre. Ah, tiens, j'ai un négatif, je vous l'avais mis à l'envers. La valeur du courant, par contre, c'est 2 ampères. Dans le sens opposé à celui qu'on avait sur le dessin tantôt, et donc dans ce sens-ci. Ça, c'est le vrai sens. 2 exercices à faire par vous-même qu'on va faire ensemble au début du prochain cours. Donc, l'exercice 3.5.10, qui est ceci.
Donc, 3 résistances, R1, R2 et R3, qui sont de 4, 3 et 6 ohms, et une seule pile de 12 volts. On vous demande de déterminer le courant dans chacune des branches, grandeur et sens. Donc, c'est quoi la grandeur du courant dans chaque branche? Et il va par où? C'est un exemple relativement simple, commencez par celui-là. Puis ensuite, un exercice que vous n'avez pas, du moins le schéma je l'ai pris dans le livre, mais j'ai changé la question. Donc, vous avez une pile ici de 14 volts, une autre pile de 20 volts, deux résistances qui sont connues. Celle-ci qui est 4 ohms, celle-ci qui est 3 ohms. Et on vous dit que le courant qui passe dans la résistance 3 est orienté vers le haut et a une valeur de 2 ampères. Cette fois-ci, déterminez la valeur de la résistance 3. C'est ça la question. Donc, je vous laisse essayer ça. On fait ça ensemble au prochain cours.